Une nouvelle fois, bienvenue. J'ai pas pu moi vous souhaiter la bienvenue pour ce DNVB Connect. On est très heureux de vous accueillir ici dans un lieu quand même somptueux, le Salon Soch. Ça fait super plaisir de vous accueillir IRL, comme on dit, en vrai, dans un événement physique. Donc dans quelques instants, vous avez vu, je suis accompagné d'Aymeric Grange qui va vous parler de crowdfunding avec son entreprise 900 Care. Avant ça, je voulais vous rappeler un petit peu comment ça va se dérouler. Déjà, on a la chance d'être réunis ici en physique, mais on n'est pas seul. Il y a des participants du DMVB Connect qui sont chez eux à travers la France. D'ailleurs, je vous regarde, on vous oublie pas. On vous prend en considération, vous avez un chat mis à votre disposition d'ailleurs pour pouvoir poser vos questions que je transmettrai à Aymeric et à tous nos intervenants tout au long de la journée, donc n'hésitez pas. Ici, dans les salons Soch, on a deux salles. Vous êtes dans la salle ici, Longchamp, il y a Trocadéro derrière. Et vous avez plusieurs conférences. Ce matin, ici, donc dans quelques instants, il y a Aymeric. On va aussi parler avec Emmanuel Corda du paiement. C'est important, de ce moment de paiement. On va aussi parler avec Colline Burland de ce phénomène de DMVB. Est-ce que c'est un buzz? Est-ce que c'est quelque chose de plus périn? Ça, c'est pour la matinée, ici, dans cette salle. On est ensemble du coup jusqu'à 11h avec Aymeric à peu près et donc vous le savez de toute façon le financement et la visibilité sont des enjeux super importants. C'est pourquoi Aymeric va vous parler de comment réussir sa campagne de crowdfunding. Je t'en prie, c'est à toi. Merci beaucoup et bonjour à tous et merci d'être tous là. Est-ce qu'on peut avoir les slides du coup? Ouais. Donc, alors le crowdfunding, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un sujet où je me fais régulièrement pinguer sur LinkedIn, où les gens me demandent ah bah 900 Care, ça a vachement bien marché en crowdfunding, donc est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait, quelles étaient un peu les recettes secrètes? Et je me suis dit, plutôt que faire des calls et répéter la même chose 1000 fois, je vais une bonne fois pour toutes réfléchir et mettre sur le papier un peu ce que j'ai appelé modestement les 10 commandements du crowdfunding. Alors, avant de commencer, peut-être juste pour me présenter rapidement, ceux qui étaient dans la plénière savent déjà un peu qui je suis, mais donc je m'appelle Aymeric Grange, j'ai 31 ans. Je suis papa d'un petit garçon depuis 3 semaines, donc c'est pour ça que j'ai l'air un peu fatigué. Et donc avant, je suis diplômé d'HEC, j'ai commencé ma carrière au BCG, où j'ai travaillé pour des grands groupes de consommation sur des sujets marketing, sales, pricing à Paris et à New York. Et depuis 2 ans, j'ai quitté le BCG pour lancer 900 Care. 900 Care, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, mais j'espère que vous êtes nombreux à connaître, et surtout j'espère que vous êtes nombreux à être clients, c'est une marque d'hygiène beauté rechargeable et l'ambition c'est de permettre à tout le monde de libérer sa salle de bain du plastique à usage unique. Alors, dit comme ça, c'est un peu théorique. Très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous donner l'exemple d'un de nos produits phares, le gel douche. Si vous prenez un gel douche en supermarché que vous regardez derrière, vous allez voir que le premier ingrédient dans la liste des ingrédients, c'est l'eau. Et l'eau, ça représente entre 80 et 90% de la composition d'un gel douche. Et donc quand on y réfléchit, quand même ce truc un peu délirant de dire quand j'achète un gel douche en supermarché, j'achète de l'eau alors que j'en ai déjà chez moi au robinet et j'achète du plastique que je vais jeter. Donc l'idée de 900 Care, elle est toute simple, c'est de dire nous on va compacter tous les ingrédients actifs, c'est à la forme de 2 petits bâtonnets que vous insérez dans une bouteille réutilisable que vous allez garder longtemps et vous rajoutez l'eau chez vous. Et ensuite, quand vous avez terminé votre bouteille, nous, on vous envoie juste les recharges, donc juste les petits bâtonnets. C'est emballé dans du carton, c'est livré avec un modèle d'abonnement et ça passe directement dans votre boîte aux lettres. Donc, on n'a même plus besoin d'y penser, ça arrive tout seul chez vous. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ce sujet de crowdfunding? C'est parce que c'est comme ça qu'on a lancé la marque et ça a plutôt bien marché puisqu'on est devenu la campagne sur un produit hygiène beauté la plus financée d'abord sur Ulule et ensuite sur KissKissBankBank qui sont 2 plateformes, on y reviendra. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé la campagne sur Ulule. Il y a eu un vrai engouement parce que le produit était nouveau, parce que je pense qu'on a réussi 2-3 petites choses. Et ça a duré à peu près 1 mois. À la fin de la campagne, on a arrêté. Et on n'avait pas de plan de backup parce qu'on n'avait pas encore développé notre site. De toute façon, nos produits n'étaient pas prêts. Et là, on s'est retrouvé un peu inondé
demandes de gens qui disaient « Ah, j'ai raté la campagne, je suis dégoûté, est-ce qu'on peut encore commander ?» À l'époque, Ulule ne permettait pas de faire ce qu'on appelle l'extra time et donc de prolonger la campagne. Et donc, on a lancé en catastrophe sur une autre plateforme, KissKissBankBank, qui était très content. Et donc, sur Ulule, on était devenu la campagne d'hygiène beauté la plus financée. Et en fait, on a battu notre record sur KissKissBankBank juste après. Et donc, en chiffres, le combiné des deux, c'est 12 500 clients sur Ulule et sur KissKissBankBank, plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, plutôt un beau lancement. Alors, avant de rentrer dans les commandements du crowdfunding, juste une petite définition. Je pense que si vous êtes là, vous êtes déjà intéressé au crowdfunding, donc vous savez sans doute, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, le crowdfunding, c'est un mécanisme, enfin, en tout cas, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est un mécanisme de précommande. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est, vous dites, moi, j'ai envie de lancer ma marque de chaussettes, par exemple, et je dis, voilà, j'ai besoin de 100 précommandes pour vraiment lancer le projet. Et du coup, les gens vont s'engager à payer maintenant et à recevoir le projet quand vous l'aurez produit, donc dans 3 mois, dans 6 mois. Et il y a le mécanisme, vous avez donc fixé un objectif. Si l'objectif est atteint, tout le monde est débité de l'argent et vous lancez votre projet. Si l'objectif n'est pas atteint, personne n'est débité. Donc ça permet aux clients de hedger leurs risques parce que du coup, ils ne prennent pas le risque de financer un projet qui verra pas le jour. Alors, quels sont un peu les avantages et les inconvénients de ce mode de financement ? Je pense que le premier avantage, en tout cas, un des principaux, c'est de fédérer une communauté autour d'un projet. C'est hyper important, mais en gros, nous, c'est parmi nos clients les plus fidèles, les gens qui ont contribué, parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait partie de l'aventure, et c'était le cas depuis le début. Ils nous ont donné beaucoup de retours, ils ont financé, ils ont l'impression d'avoir permis au projet de voir le jour, et donc ça constitue quand même une base de clients qui va être hyper fidèle et qui va vous porter par la suite. Il y a évidemment un avantage en termes de cash, parce que quand vous lancez une marque, vous allez voir, si vous l'avez déjà fait ou si vous prévoyez de le faire, une des difficultés, c'est que vos fabricants demandent des minimums de quantité qui sont souvent assez conséquents, ce qui fait que vous avez besoin d'avancer beaucoup de cash sans savoir forcément si ça va se vendre. L'avantage du crowdfunding, c'est que vous avez déjà encaissé vos clients avant d'aller payer vos fournisseurs, et donc vous n'avez pas de problème de trésorerie, et en plus vous êtes plus intelligent dans la façon dont vous faites vos choix, parce que si on prend l'exemple d'une marque de vêtements par exemple, vous allez savoir combien il y a de pulls taille M, combien il y a de pulls taille L, et vous n'allez pas le deviner. Ça peut être un bon outil RP quand ça marche bien. C'est aussi les médias aiment bien parler de dire la campagne de crowdfunding qui a battu tel record, qui a explosé son objectif, etc. Et enfin, c'est un super bon moyen de tester un concept rapidement, parce que vous allez tester votre concept avant d'avoir produit votre produit. Et donc, vous avez des retours réels du marché 6 mois avant ce que vous auriez eu si vous aviez fait un lancement traditionnel. Donc, c'est plutôt une bonne façon de se lancer. Les choses qui sont... Ah oui, et le dernier truc, c'est que c'est no code. Donc, moi, j'ai pas de compétences techniques. Et en fait, j'ai pu le faire quasiment en autonomie, puisque c'est une page où vous uploadez juste des visuels. Toute la tech est gérée par les plateformes. Donc, c'est plutôt sympa. On n'a pas besoin de créer un site. Et donc, ça fait gagner du temps. Après, donc, les inconvénients, c'est que c'est très cher. Le crowdfunding, en gros, c'est à peu près, ils prennent 8% du chiffre d'affaires, donc c'est quand même conséquent. Et puis l'autre truc, c'est que on a un peu cette perception que vous allez lancer votre projet de crowdfunding et comme vous êtes sur une plateforme comme Ulule où il y a beaucoup de passages, forcément votre truc va marcher et plein de gens vont le voir. En fait, c'est pas tellement le cas. C'est quand même vous qui allez devoir ramener votre trafic sur la page. Donc, c'est 8% vraiment juste pour le stack technique et pas tellement parce qu'ils vont vous ramener du trafic. Le crowdfunding, c'est un moyen de plus en plus populaire de lancer une marque. À 900K, on en a parlé, mais il y a plein d'autres marques qui se sont lancées récemment et qui ont cartonné. Corail, c'est des baskets en plastique recyclé. Réjeanne, qui étaient des culottes menstruelles. Asphalt, marque de basique pour hommes qui a très bien marché. Les Miraculeux, les compléments alimentaires. De l'Archef Club. La belle chaussette. Enfin bref, il y a plein de gens qui se lancent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu vraiment une évolution. Avant, c'était vraiment un moyen de dire j'ai un petit projet, je veux le lancer. Maintenant, il y a des marques qui sont très professionnelles, mais qui utilisent ça comme un canal de lancement, alors qu'il y a peut-être 5 ans, elles auraient lancé leur site directement.
Ce qui m'amène au sujet du jour, qui est les 10 commandements du crowdfunding et comment est-ce qu'on fait pour réussir une bonne campagne de crowdfunding et qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience. Alors le premier commandement, c'est la bonne plateforme tu choisiras. Donc c'est la première étape, c'est sur quelle plateforme vous lancez, parce qu'il y a une myriade de plateformes. La façon dont moi j'y réfléchis, c'est que je le vois sur une matrice avec deux axes, l'axe généraliste ou spécialiste et l'axe France ou international. Donc si vous regardez dans le cadran généraliste, en France il y a deux plateformes principales, c'est Ulule et c'est KissKissBankBank. À l'international, les deux que je vous recommanderais, c'est Kickstarter et Indiegogo. Et donc selon l'ambition, nous c'était une ambition très franco-française au départ, donc on est plutôt parti dans le cadran français. Et ensuite vous avez donc les plateformes généralistes où il y a Ulule, KissKissBankBank, où il y a plein de projets différents. Et ensuite, il y a une myriade de plateformes qui sont spécialisées sur des thématiques très, très pointues, comme l'agriculture bio, comme l'économie circulaire. Enfin bref, il y a plein de choses très spécifiques. J'ai pas vraiment creusé cette partie-là. Mon conseil, enfin en tout cas mon retour d'expérience, c'est juste qu'en général, à moins d'avoir un projet ultra pointu, privilégier plutôt une plateforme généraliste. Alors après, une fois qu'on s'est dit dans quel cadran de la matrice on se demande comment je choisis entre Ulule et KissKissBankBank, qu'est-ce qui doit faire peser le pour ou le contre dans la balance et comment on fait ce choix. Je pense que le premier truc à faire, c'est d'aller regarder quels sont les projets qui ont bien fonctionné sur la plateforme. Et c'est un peu contre-intuitif parce qu'il y a plein de gens qui se diraient il y a eu tel projet qui ressemble beaucoup à mon projet, donc je ne vais pas lancer sur cette plateforme-là. En fait, au contraire, ça montre, s'il y a un projet qui vous ressemble, qui a plutôt bien fonctionné, ça montre qu'il y a quand même une audience un peu propice à ça. Nous, pour la petite anecdote, juste avant qu'on lance 900Care, donc 900Care, on fait, je vais parler du gel douche, mais on fait aussi un déodorant rechargeable. Il y avait une marque qui s'appelle Les Enfants Sauvages, qui avait lancé sur Ulule vraiment le mois d'avant, qui avait cartonné. Et donc ça nous a un peu chié, mais en fait, finalement, nous, ça a très très bien marché aussi. Et on voit, il n'y a pas vraiment de cannibalisation, c'est juste qu'il y a des gens qui sont intéressés par ces thématiques sur ces plateformes, et donc il faut y aller. La deuxième chose que je prendrai en compte, c'est dès que vous avez un projet qui est un peu ambitieux, en général, ces plateformes vont vous attribuer un accompagnateur. Et c'est important de le rencontrer et de voir le fit qu'on a avec eux. C'est des vraies ressources, c'est des gens qui, en général, connaissent très bien les projets, qui peuvent vraiment vous aider. Donc c'est intéressant de partir avec celui avec qui vous avez le meilleur fit. Et enfin, le dernier point, c'est, je disais tout à l'heure que les plateformes ramènent peu de trafic. C'est vrai, sauf à une exception qui est la newsletter. Toutes ces plateformes, elles ont des newsletters qu'elles envoient où elles mettent en avant 3-4 projets par semaine. C'est un truc qui est un vrai boost de notoriété. Typiquement, il y a des marques sur Ulule qui vont faire 50 000 € en une journée après avoir été poussées en newsletter. Donc c'est vraiment conséquent. Donc toutes les plateformes vont vous dire bah non, c'est un comité indépendant qui choisit les projets. En vérité, il y a quand même moyen d'aller un peu sentir s'il y a une appétence ou pas. Nous, on avait senti que Ulule, ils étaient prêts à nous mettre en avant et ce qui s'est passé. Et donc c'est pour toutes ces raisons qu'on a d'abord choisi Ulule. Voilà. Après, comme je disais, c'est pas la plateforme qui va déterminer le succès de votre crowdfunding, donc n'y passez pas trop de temps. Et au pire, vous pouvez faire comme nous, faire l'un puis l'autre. Ça marche aussi, même si en général les plateformes aiment pas trop. Le deuxième point, c'est l'histoire de ta marque, tu raconteras. Et ça fait écho à ce que, pour ceux qui étaient à la conférence avant, ce que racontait Anthony sur le why. En fait, quand on regarde les campagnes de crowdfunding, je pense qu'il y a deux gros écarts, écueils qu'on voit dans les projets qui se montent. Le premier, c'est des projets qui parlent trop du produit et pas assez du pourquoi, et pas assez de l'histoire et pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et le deuxième écueil, c'est un peu les projets copycat où tout le monde se ressemble et finalement on voit la même chose. Donc sur le premier point, sur l'histoire, en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est particulièrement vrai en crowdfunding d'ailleurs, parce que les gens viennent soutenir un projet plutôt qu'acheter un produit, c'est que les gens, ils achètent votre histoire, ils n'achètent pas forcément votre produit. Et là, c'est intéressant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à voir cette vidéo qui s'appelle Start with Why d'un Américain qui s'appelle Simon Sinek, qui explique que les marques qui fonctionnent le mieux et qui créent le plus d'affect avec leurs clients, c'est les marques qui mettent au cœur de leur démarche le pourquoi est-ce qu'elles font ça. En gros, sa thèse, c'est de dire que la plupart des gens savent expliquer ce qu'ils font, le what. Quelques personnes savent expliquer le how, comment ils le font, et assez peu de gens en fait mettent le why au cœur. Et donc il donne l'exemple de Apple, qui est sans doute la marque la plus emblématique qui fait ça. En gros, le why d'Apple, c'est de dire on est là pour vous aider à challenger le statu quo.
Le how, c'est en disant on fait des objets électroniques qui sont très bien designés, qui sont très, très simples à utiliser. Et le what, c'est ils font des ordinateurs. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui achètent Apple, un iPhone ou un Mac, ils ne l'achètent pas forcément parce qu'ils pensent que la performance, en tout cas, ils n'ont pas d'informations sur la performance technique, etc. Ils l'achètent parce qu'ils se sentent, ils sentent que ça va libérer leur potentiel créatif, ils sentent que ça va les aider à challenger. Pour nous, notre why, c'est de dire, nous, on veut être la marque qui fait naître le déclic écologique chez les gens. Comment est-ce qu'on le fait? On le fait avec des produits qui sont ludiques, qui sont sensoriels, qui sont colorés et qui sont accessibles en prix. Et ce qu'on fait concrètement, c'est on fait du gel douche en bâtonnet à dissoudre, on fait du dentifrice à croquer. Et ça a l'air un peu basique ce que je dis là, mais en fait, si vous regardez, vous allez sur Ulule et que vous regardez les pages projet, c'est incroyable le niveau de détail dans lequel, en fait, les porteurs de projet ont envie de tout raconter sur leur projet, où c'est fait, le micro détail, et ils oublient de dire le plus important qui est pourquoi est-ce que eux personnellement, pourquoi est-ce que cette marque elle existe, pourquoi est-ce qu'elle va apporter un truc en plus dans le monde. Le deuxième point, donc, je disais, c'est les projets copycat. En fait, là, c'est pareil. Si vous allez sur Ulule, vous allez voir, il y a un projet sur deux, c'est des gens qui veulent faire des bons basiques dans n'importe quelle industrie à un prix juste. Et en fait, cette histoire, on l'a déjà vue 1000 fois. C'est la même vidéo du fondateur qui marche dans un champ et qui raconte sa vie. Je pense que c'est pas ça qui permettra à votre marque d'émerger. Et donc, il faut vraiment trouver qu'est-ce qui fait votre différence et comment est-ce que quels sont vos points de science, quels sont les trucs que vous allez faire différemment. Pour nous, par exemple, on lance une marque qui est écologique, mais on est très très coloré, on est très très joyeux dans le ton, et ça tranche vraiment avec tout ce qui se faisait au moment où on se lançait, qui était de dire une marque écolo, c'est plutôt des tons vert et marron, c'est plutôt très très épuré dans le design et assez moralisateur dans le ton. Nous, on a pris le contre-pied de ça. C'est une des raisons pour lesquelles ça a marché, c'est qu'on avait un projet. Voilà, on aime, on n'aime pas. Il y a des gens qui détestent le design de nos flacons. Il y a des gens qui adorent, mais en tout cas, tout le monde le remarque. Là où il y a plein de projets qui passent inaperçus. Le troisième commandement, c'est une page projet magnifique tu créeras. Donc la page projet, c'est la vitrine de votre projet. Pour ceux qui ne sont jamais allés sur Ulule ou sur KissKissBankBank, en fait, c'est constitué d'une vidéo et ensuite une espèce de scroll infini où vous allez présenter votre projet. Sur ces plateformes, il n'y a pas de possibilité de faire d'arborescence, donc vous ne pouvez pas avoir une page mission qui s'ouvre quand vous cliquez sur mission, donc il faut tout mettre sur une seule page. Et là-dessus, donc, il y a 3 éléments qui sont importants. Il y a la vidéo, il y a les photos et il y a le texte. La vidéo, c'est sans doute le truc le plus important, puisqu'il y a plein de personnes qui verront que ça avant de décider si oui ou non ils ont envie de passer du temps sur votre page projet. Mes conseils là-dessus, c'est qu'il faut qu'elle soit courte et il faut qu'elle soit impactante et différenciante. Courte, ça veut dire entre 1 minute 30 et 2 minutes, pas plus. C'est très dur, vous allez voir quand vous essayez vous avez plein de choses à raconter, notamment parce que vous avez envie de tout dire. Donc c'est très dur de condenser, mais en fait c'est un très bon exercice parce que vous allez être obligé de distiller vraiment l'essentiel de votre projet. Et donc en fait, dites-vous que si vous faites une vidéo de 5 minutes, la majorité des gens verront que 30 secondes ou 1 minute. Donc en fait, les 4 minutes que vous avez mis en plus, personne ne les verra. Donc efforcez-vous de condenser le discours. Il faut que ce soit impactant, il faut que ce soit différenciant. Moi, mon conseil, c'est d'aller voir ce qui se fait sur Ulule. Vous allez voir qu'il y a vraiment des codes très clairs de Ulule. Et vous prenez tous ces codes et vous décidez de faire rien comme ce qu'on voit là, et vous essayez de vraiment trouver votre patte. Le deuxième point, c'est les photos. Les photos de vos produits, de vos protos, c'est hyper important. Et c'est hyper important qu'elles soient très pro. Parce qu'en fait, vous allez demander à des gens qui ne vous connaissent pas d'investir dans un projet où on ne sait pas s'ils vont voir le jour. Enfin, il va voir le jour. Et du coup, les gens qui vont regarder votre page projet, ils vont chercher tous les signes qui permettent de vous faire confiance. Et en gros, une photo en haute qualité, une photo qui est bien mise en scène, c'est un signe de professionnalisme et c'est quelque chose qui rassure. Et en plus c'est beau, plus les gens ont des chances d'acheter. Mais c'est surtout un vrai moteur de réassurance. Et donc moi, je vous conseille vivement d'investir, de travailler avec un professionnel pour ça et de ne pas essayer de le faire vous-même, sauf si vous avez bien évidemment des compétences en photo. Et enfin, le dernier élément, c'est le texte. C'est sans doute le plus important. C'est comment est-ce que vous racontez votre histoire. Donc bien sûr, il faut avoir défini votre why avant.
Et le texte, là, l'écueil principal, c'est de vouloir trop en dire, trop en mettre voilà, trop de mots. Et donc mon conseil, en tout cas ce qu'on a fait nous, c'est on a écrit une première version de notre page projet. Ensuite on a pris un gros marqueur rouge et on a essayé de barrer 50% du texte, on a réécrit, et ensuite on a refait la même chose une deuxième fois, et à la fin on a un truc qui est à peu près digeste. Il faut savoir que les gens ne lisent pas, ils scannent, et donc il faut mieux privilégier une phrase, un mot, plutôt que des descriptions détaillées et très longues. Et c'était Blaise Pascal qui disait je vous écris une longue lettre parce que j'ai pas le temps d'en écrire une courte. Donc je pense que pour la page projet, il faut essayer de prendre le temps d'en écrire une courte. Quatrième commandement, des contreparties attractives, tu offriras. Les contreparties, c'est ce que vous allez offrir aux gens. En gros, c'est ce qu'ils vont précommander, quoi. Nous, c'était vous précommandez votre déo avec des recharges, vous précommandez votre dentifrice avec des recharges. Là-dessus, plusieurs choses. La première chose à avoir en tête, c'est qu'il faut que ce soit attractif. Parce que c'est des gens qui vont arriver et qui vont commander maintenant pour recevoir leurs produits dans 6 mois. S'il n'y a pas d'intérêt particulier à commander maintenant, ils vont attendre dans 6 mois. Parce que pourquoi est-ce que je te donnerais de l'argent maintenant alors que je peux attendre 6 mois et avoir mon produit directement. Donc là, typiquement, le moyen le plus simple, c'est de mettre un discount. En général, c'est autour de 30%. Vous pouvez aussi mettre d'autres choses, type des cadeaux, ça peut être une autre façon de faire. Après, moi j'ai toujours un petit peu ambivalent sur cette question de à quel point on réduit le prix, parce que en gros le challenge c'est que si vous vendez votre produit à 50% de votre prix et que vous le vendez à un prix qui ne vous permet pas de vivre dans la vraie vie, en tout cas qui ne vous permet pas de construire une boîte pérenne, vous perdez beaucoup de learning, parce que ce que vous apprenez, c'est que vous êtes capable de vendre un produit pas cher, mais en revanche, vous ne savez pas si vous êtes capable de vendre le produit au prix qui vous permet de vivre. Donc toujours faire un petit peu attention. Nous, on avait fait un truc un peu intermédiaire, où en fait, on avait marqué que le prix était barré, mais on s'était mis sur nos prix cibles. En gros, on savait qu'on allait vendre le produit à peu près au prix du crowdfunding. On a juste artificiellement dit aux gens que ça allait être plus cher après, pour avoir cet effet psychologique. Du coup, voilà, c'est une petite astuce, mais je pense que c'est... voilà, il faut créer ce déclic psychologique, mais toujours avoir le learning. La deuxième chose à savoir sur les contreparties, c'est qu'il faut qu'elles soient simples et qu'il n'y en ait pas trop. Pareil, si vous allez sur Ulule, vous allez voir que souvent, il faut avoir fait Polytechnique pour comprendre... les contreparties, il y en a 12 000, elles ont toutes leurs particularités. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en faire entre 3 et 5 et qu'elles soient vraiment décrites dans des termes que tout le monde peut comprendre. Parce que souvent, on a envie de faire un peu de branding, donc on dit ouais, c'est le pack premier love, le pack je sais pas quoi. En fait, comme les gens ne savent pas ce qu'il y a dedans, a priori, ils vont pas cliquer dessus. Donc nous, c'était très simple, on disait un déo plus 4 recharges, et comme ça, les gens savaient exactement ce qu'il y avait. Et enfin, le dernier point à prendre en compte, c'est un peu quel niveau de prix vous mettez, enfin quel niveau d'offre vous mettez. Il faut savoir que sur une campagne de crowdfunding, le panier moyen il est autour de 50 €. Et donc l'idée, c'est dans vos contreparties d'avoir une crémaillère de prix, mettre un produit d'entrée de gamme entre 15 et 20, un produit autour de 50, un produit à 70, et après avoir un produit très cher à plus de 100 € pour les gens qui veulent vraiment vous soutenir, vos papas, vos mamans, vos oncles, vos potes et les fans des projets. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions. On aura de toute façon un petit peu de temps à la fin. Commandement 5, c'est un objectif conservateur, tu fixeras. Donc l'objectif, pour rappel, c'est à partir de quelle quantité de prévente vous débitez les gens et vous décidez de vous engager à les livrer. Donc si l'objectif n'est pas atteint, vous n'avez aucune obligation parce qu'ils ne seront pas débités et donc vous pouvez abandonner le projet. Quand vous avez atteint votre objectif, vous avez une obligation morale et légale de livrer vos contreparties, donc vous devez lancer votre projet. Et donc se pose la question de à quel niveau on fixe cet objectif. Si vous êtes sûr de lancer votre projet, comme c'était le cas pour nous, et que vous savez que vous allez le lancer quoi qu'il arrive, même si la campagne ne marche pas aussi bien que ce que vous avez espéré, ce que je vous conseille, c'est de mettre un objectif plutôt bas. Nous, on avait mis 300 produits. On en a vendu au final plus de 100 000 sur les 2 campagnes. Pourquoi en mettre plutôt bas? C'est assez simple, c'est le phénomène du restaurant plein. En gros, l'objectif, ça va être d'atteindre très très vite cet objectif.
de pouvoir dire on a fait 100% de notre objectif en 4 heures, parce que derrière, ça crédibilise vachement le projet. Faut réfléchir, faut se mettre dans la peau d'un consommateur qui arrive sur votre page projet. Si ça fait 15 jours que c'est lancé et qu'il voit que c'est 50% de l'objectif, il va dire « Ah, ça marche pas trop bien ». Alors que s'il arrive et qu'il voit 3000%, il va se dire « Ça cartonne, j'ai envie d'en faire partie ». Donc c'est comme un resto vide, vous rentrez pas, un resto plein, vous avez envie de faire la queue pour attendre devant. Et là où c'est un peu biaisé, c'est que ça peut être le même projet avec 2 objectifs. Si je mets mon objectif à 100 et que je suis à 1000, j'ai l'impression d'avoir fait 1000%. Et si je le mets à 10 000, j'ai l'impression d'avoir fait 10%. Et pourtant, j'ai mon projet aussi successful. Donc là, on arrive à la moitié des commandements. Et là, vous avez en gros finalisé la phase de préparation. Et on va passer du coup à la phase plus d'animation, de comment est-ce qu'on va faire pour qu'une fois que vous avez défini votre offre, votre page projet, etc., comment faire pour que votre campagne soit un succès. Donc le 6e commandement, c'est tes premiers et seconds cercles, tu motiveras. Alors, ce qu'on appelle les cercles, en fait, c'est les gens qui vont contribuer à votre projet. Le premier cercle, ça va être vos amis, votre famille, la famille de vos amis, les amis de votre famille, vos collègues, vos anciens collègues. En bref, en gros, tous les gens que vous avez croisés un jour dans votre vie. Et là, en fait, c'est un vrai travail en amont de prendre contact avec tous ces gens-là et de leur raconter votre projet. Il faut qu'ils en aient entendu parler 2-3 fois avant que vous lanciez et qu'ils se sentent impliqués. C'est une bonne occasion de prendre contact. Il y a même des gens que je connais qui font des fichiers Excel de tracking pour voir... voilà, donc ils listent toutes les personnes qu'ils connaissent et les dates de contact, ce qu'ils se sont racontés, etc. Et en fait... Au-delà de ça, je pense que c'est aussi un très bon moyen de récolter du feedback et de les impliquer dans de la co-création, leur faire choisir un parfum, leur faire choisir un design, réfléchir avec eux sur le logo, parce que du coup, plus ils se sentent impliqués dans le projet, plus ça a des chances de devenir vos ambassadeurs. Et il faut que ces gens-là, en fait, ils vous achètent et il faut que ces gens-là, ils en parlent autour d'eux. Alors, juste un petit caveat sur la question du premier cercle, c'est que vous allez avoir, faut pas prendre ce qu'ils disent non plus pour argent comptant, parce que vous allez avoir un peu 2 types d'attitudes. Vous allez avoir les gens qui sont hyper supportifs et qui vont vous dire ouais c'est super et qui n'auront aucune critique et tout ce que vous ferez c'est génial parce que c'est vos amis et qui veulent vous encourager, mais du coup ils n'auront pas les choses qui gênent potentiellement. Et à l'inverse, vous allez avoir les gens qui sont hyper critiques parce qu'ils pensent que ça va vous aider d'avoir 12 000 critiques et qui vont vraiment chercher la petite bête. Et donc dans les 2 cas, c'est pas forcément hyper constructif. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher un second cercle. Donc le second cercle, c'est les gens que vous connaissez pas, mais que vous allez intéresser à votre projet avant le lancement de la campagne. Il y a plein de façons de faire. Vous pouvez organiser des événements physiques, aller à la rencontre des gens dans la rue. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait créé une landing page en utilisant un outil qui s'appelle Instapage, qui présentait le projet. Cette landing page, en fait, c'était l'embryon de ce qu'allait devenir notre page projet. Le but de cette landing page, c'était de collecter des adresses mail. Donc, pour collecter des adresses mail, il faut donner un truc qui est un peu intéressant. Donc, nous, c'était des échantillons gratuits. Donc, en plus, nous, ça nous permettait d'avoir des retours sur nos produits qui étaient en cours de développement, donc on trouvait ça pas mal. C'est pas adapté à tout le monde. Si vous faites une marque de fringues, vous pouvez pas offrir un pull à tout le monde. Donc, en général, l'autre bon moyen de faire, c'est d'offrir une réduction spéciale pour les gens qui s'abonnent et qui, là, eux, auront un gros discount parce qu'ils ont été impliqués depuis le début. Alors, une fois que vous avez votre page, ce qu'il faut faire, c'est faire venir des gens sur votre page. Donc là, vous faites de la pub sur Facebook. En général, collecter des leads, c'est pas très très cher. Ça va vous coûter normalement moins de 1 euro par lead. Donc vous pouvez quand même mettre un petit budget pour aller chercher des gens. Et une fois que vous avez récupéré les adresses mail, l'idée c'est de créer un flow de mails. Donc nous, en fait, les gens qu'on récupérait, ils avaient une série de 5 ou 6 mails qui allaient détailler notre histoire de façon beaucoup plus riche. Et nous, on avait choisi de faire des zooms sur... il y avait un email qui était sur le Made in France, donc on expliquait là où c'était fait. Il y avait un email qui était sur notre mission, pourquoi est-ce qu'on le faisait. Un email qui expliquait un peu plus les produits. Enfin bref, en gros, quand ils sont sur la landing page, ils n'ont pas le temps de tout lire. En revanche, vous pouvez les entretenir, faire maturer cette audience pour que le jour J, elle soit prête à commander. Faire ça, c'est aussi une super bonne façon de tester vos pubs, parce que vous allez pouvoir faire plein d'A/B testing et voir qu'est-ce qui marche. Par exemple, nous, on avait une hypothèse assez forte qui était de dire,
on pense que les gens, on est une marque qui est humaine, qui met l'humain au centre, donc on va avoir beaucoup de photos avec des mannequins, et c'est sur ça que les gens vont cliquer. On a quand même testé des photos packshot, et en fait on s'est rendu compte que les photos packshot marchaient 2 fois mieux, donc on a arrêté de faire des photos avec des mannequins sur nos pubs, et on a fait que des photos packshot. Même chose sur vos landing pages, typiquement ça peut être une très bonne occasion de faire de l'A/B testing, de mettre des versions différentes, et de tester le séquençage de vos blocs. Est-ce qu'il faut mieux commencer par la mission? Est-ce qu'il faut mieux commencer par description produit? Tout ça, vous pouvez avoir une opinion, mais la meilleure façon de faire, c'est juste de le tester et de voir quand est-ce que les gens vous laissent plus ou moins leur adresse mail, en vous disant que c'est un bon proxy pour qu'est-ce qu'ils feront le jour J quand il faudra acheter. Commandement 7, les 3 premiers jours de lancement, avec attention, tu prépareras, parce que en fait, il faut savoir qu'une campagne de crowdfunding, c'est assez marrant, c'est pas linéaire, c'est une forme de U. Les 3 premiers jours sont critiques parce que vous allez faire à peu près 30% de votre chiffre sur les 3 premiers jours. Les 3 derniers jours sont aussi critiques parce que vous allez faire aussi 30%. Et le milieu, c'est le ventre mou, donc ça dure, une campagne en général, ça dure 30 jours, donc vous avez 6 jours sur lesquels vous allez faire 60% du chiffre et 24 jours sur lesquels vous allez faire que 40% du chiffre, donc c'est normal, déjà il faut le savoir, il ne faut pas s'inquiéter, mais surtout ça veut dire qu'il faut très bien réussir ce premier jour de lancement, et notamment exploser son compteur pour donner confiance aux gens qui viendront après. Donc mon conseil, c'est de faire une séquence en 3 étapes, et en fait de faire un pré-lancement avec votre cercle 1. Donc là, l'idée c'est de les contacter le maximum de manière individuelle, parce que quand vous écrivez un texto, les gens se sentent plus impliqués que quand ils sont dans une chaîne mail avec 150 personnes, en disant voilà, j'ai ouvert ma campagne de crowdfunding, c'est hyper important qu'on atteigne notre objectif rapidement parce que ça nous fera remonter dans les algos. Donc si jamais tu as prévu de contribuer, bien sûr pas d'obligation, mais si tu as prévu de contribuer, fais-le maintenant. En plus, tu as un meilleur prix. Donc là, normalement, avec votre famille, vous devriez réussir à atteindre votre objectif. Ensuite, la deuxième étape, c'est que vous allez envoyer un mail le deuxième jour, vous envoyez un mail à votre deuxième cercle, en leur offrant d'ailleurs le cadeau que vous leur aviez promis, donc les X% de réduction en plus, en disant voilà, c'est ouvert, vous avez le tarif Early Bird, attendez pas, donc là vous allez faire 200-300%, et du coup le troisième jour, qui sera le jour officiel de lancement de votre campagne, là vous allez pouvoir dévoiler sur vos réseaux sociaux au monde votre campagne, et quand les gens arriveront dessus, du coup il y aura déjà 300% de financé. Donc le 8e commandement, ta campagne tu animeras. Donc là, on parle du ventre mou de la campagne, les fameux 24 jours où il ne se passe pas grand-chose, et comment est-ce qu'on trouve un second souffle. Donc là, il y a plein de choses que vous pouvez faire, et c'est un peu le moment où il faut être créatif, mais quelques pistes de réflexion. Le premier truc, c'est d'aller faire du lobby auprès de vos plateformes de crowdfunding pour être dans la newsletter. Enfin, je le redis, mais c'est hyper important. Et donc, dire, ah bah voilà, on a fait 300% en 2 jours, du coup, il faut absolument nous mettre dans la newsletter. En général, ces plateformes, elles raisonnent en se disant, comme elles marchent à la commission, elles ont intérêt à mettre les projets qui performent le mieux. Donc en fait, il faut que vous arriviez à les convaincre que vous êtes le projet qui performe le mieux. La deuxième chose, c'est vous pouvez essayer de relancer l'intérêt de votre campagne en mettant des paliers qui débloquent certaines choses. Donc typiquement, nous, on avait un palier qui débloquait un nouveau produit, on avait un palier qui débloquait un don à une asso, en disant oui, notre objectif initial, c'était 300, mais à 1000, on fait ça, à 2000, on fait ça, à 3000, on fait ça, et ainsi de suite. À 10 000, on offre 5 € de réduction à tout le monde. Enfin bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Le but ici, c'est de faire en sorte que les gens qui ont déjà contribué aient un intérêt à en parler autour d'eux. Troisième truc que vous pouvez faire, c'est presse, influenceurs. La presse, c'est très dur de les contacter avant que votre projet soit lancé, parce que des projets de crowdfunding, il y en a 12 000, et ils n'ont pas envie de parler d'un truc qui va flopper. En revanche, si votre projet est en train de bien marcher, ça peut être un truc où ils ont plus envie d'en parler. Mon conseil là-dessus, c'est aller regarder les projets un peu dans votre espace qui ont eu de la presse, et aller contacter le journaliste qui l'a écrit en disant bah voilà, j'ai vu que tu as écrit là-dessus, nous on lance un projet qui est similaire, qui cartonne, est-ce que tu peux en parler. Les influenceurs, c'est un peu nous on l'a pas bien fait, on l'a pas fait, mais je pense que c'est un bon moyen. Ça peut être un truc que vous commencez à taffer avant, et ça peut être un truc où vous impliquez des influenceurs dans votre co-création. Typiquement, si vous faites une marque de t-shirt, et peut-être qu'il y a une des contreparties, c'est la contrepartie avec tel créateur, tel influenceur qui crée son propre design
et qui du coup va vous aider à mettre tout ça en avant. Vous avez aussi bien sûr la pub. Si vous avez du budget, ça peut être le bon moment de faire de la pub. Moi personnellement, c'est un de mes regrets parce que du coup j'étais assez conservateur là-dessus en me disant on ne sait pas trop, je ne vais pas cramer de l'argent là-dedans. En fait, on avait des très très bons résultats et je pense que j'aurais pu beaucoup plus pousser, rétrospectivement, j'aurais pu beaucoup plus pousser la pub à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à le faire. Et après, c'est plus être créatif, donc organiser des événements, trouver des façons innovantes pour... Oui. Pub en ligne principalement. Alors après, si vous avez des gros budgets, vous pouvez faire de la pub ailleurs, mais souvent, Facebook, Instagram, c'est un peu la base. Et après, tous les médias en ligne, tous les réseaux sociaux auxquels vous pouvez penser, donc YouTube, faire de la pub Google, du search, ou même des choses, selon la typologie de clients que vous allez chercher, du TikTok, du Snapchat, ça peut marcher. Dernière chose, donc c'est sur les 3 derniers jours, tu accéléreras, donc les fameux 3 derniers jours où vous allez faire les 30% restants de votre campagne, hyper important. Là-dessus, en fait, c'est le moment de la relance, donc c'est le moment où vous pouvez vous permettre d'harceler les gens. Donc harceler votre cercle 1, donc vous prenez votre petit fichier Excel que vous avez fait, vous voyez tous ceux qui n'ont pas contribué et vous allez les pinguer individuellement en disant « Ah, au fait, tu sais qu'il ne reste que 3 jours ». Parce qu'en fait, ces gens-là, c'est pas forcément qu'ils n'ont pas envie de participer, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui sont des procrastinateurs et qui attendent le dernier moment. Votre cercle 2, c'est pareil, c'est le moment où vous pouvez leur envoyer plein de mails en disant voilà, plus que 3 heures, plus que 24 heures, plus que 12 heures, plus que 6 heures. Et en fait, c'est des mails qui marchent très bien. Ça suppose de ne pas avoir envoyé trop de mails avant. Vous allez voir que les plateformes vous poussent pendant la campagne à en envoyer beaucoup. Moi, je le déconseille. Nous, on l'a trop fait. Je pense que du coup, on a un peu saoulé notre audience. Donc, je pense que le bon rythme, c'est pendant la campagne, vous faites 1 fois par semaine. Mais dans les 3 derniers jours, vous en faites un par jour au moins. Et enfin, si vous avez un budget pub, c'est vraiment le moment où il faut le mettre à fond. Vous faites ce qu'on appelle le retargeting, où vous allez chercher tous les gens qui sont passés sur votre page et qui n'ont pas acheté, et vous allez leur pousser une pub en disant il reste que 6 heures pour bénéficier des 30% de réduction et précommander vos produits. Et enfin, le dernier point, c'est la pré-campagne. qui est hyper important. Donc pendant la pré-campagne, tu surcommuniqueras. Parce qu'en gros, ce qui va se passer probablement, c'est 2 choses. Entre le moment où vous allez clôturer votre campagne et le moment où vous allez livrer, vous allez sans doute prévoir entre 3 et 6 mois. Si vous êtes capable de livrer avant, c'est sans doute que vous n'avez pas lancé votre campagne assez tôt et que vous avez un peu perdu de temps. Moi, je pense que c'est bien de lancer la campagne le plus tôt possible, même si ça veut dire livrer les produits un peu plus tard. Ça, c'est le premier truc qui va se passer, il va se passer longtemps. Et deuxième truc qui va se passer, quasiment certainement, c'est que vous n'allez pas tenir vos délais, parce qu'il y a le fameux biais de l'optimisme de l'entrepreneur. Nous, on a un produit où on l'avait promis dans 6 mois, on l'a livré 1 an après. Et pourtant, on a vraiment tout fait pour que ça ne se passe pas. Et donc là-dessus, en fait, il y a des choses qui sont assez importantes à garder à l'esprit. La première chose, c'est de mettre une estimation de la date de livraison qui est réaliste. Mon conseil, c'est faites-vous votre rétro-planning. Vous dites, je peux livrer en novembre et vous rajoutez 2 mois parce que vous allez prendre 2 mois de délai. Donc autant le savoir déjà. Et en fait, les gens, ils s'en fichent de le recevoir dans 5 mois ou dans 7 mois. C'est pas ça. Au moment où ils achètent, ils s'en foutent. En revanche, si vous leur avez dit 5 mois et que au bout de 5 mois, et c'est pas là, ils vont péter un câble. Et ce qui m'amène au deuxième point, c'est que comme c'est très long, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des doutes, qui vont se dire putain, j'ai lâché 40 balles dans ce truc, je ne sais pas si c'est une arnaque, je ne sais pas où ça en est, j'ai pas reçu mes produits, et donc c'est important de surcommuniquer, donc de leur envoyer des mails pour leur dire qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, on a reçu les matières premières, aujourd'hui, on a lancé la production, voilà une vidéo, etc. Et surtout, le dernier point, c'est n'hésitez pas à être transparent. Nous, on a eu plein de problèmes de livraison, notamment au moment où on a commencé à produire nos pastilles de dentifrice, notre machine a cassé, bien évidemment. Et donc, on a dû trouver une solution en catastrophe, mais ça nous a fait prendre 3 semaines de délai. En fait, on en a parlé, on a envoyé une newsletter, on a raconté toutes les galères, et ça a transformé la relation de « Ah là là, j'ai pas reçu mon truc », « Ah putain, ils sont en galère », on vous soutient, et ça a créé vachement d'affect, parce que ce qu'on disait dans la plénière, en gros, les gens, ils n'attendent pas d'une marque qu'elle soit parfaite, ils attendent d'une marque qu'elle soit humaine. Donc voilà, n'hésitez pas à être authentique. En tout cas, pour nous, ça est transparent. En tout cas, pour nous, ça a très bien marché. Les gens sont étonnamment compréhensifs.
Voilà, donc comme moment bonus, des questions tu poseras. J'espère que c'était utile et surtout, si vous avez des choses, des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ne sais pas si on est, comment on est en termes de timing. On est bon? Ouais. Ouais, merci pour cette présentation, c'était super intéressant. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler sur quelle autre plateforme vous êtes allé après Ulule? Et ça a été quoi votre stratégie? Pourquoi c'était pertinent pour vous d'aller sur une autre plateforme? Et dans quelle chronologie, quelle durée, enfin votre stratégie sur cette seconde plateforme? Donc c'était KissKissBankBank. Ouais. C'était pas une stratégie, en fait, c'était vraiment un truc un peu qu'on n'avait pas anticipé. C'était de se dire, on finit la campagne, on n'avait pas prévu de mécanisme pour récupérer les ventes après, enfin pour continuer à vendre après, parce que notre site n'était pas prêt. Pas prévu de faire. Non. Et en fait, maintenant, ils ont, du coup, à cause de ça, ils ont changé, parce qu'en gros, KissKissBankBank prévoyait de faire ce qu'ils appellent l'extra time. Donc en gros, quand tu finis ta campagne, tu peux laisser le truc ouvert pour les gens qui voudraient contribuer. Ulule ne voulait pas le faire pour une raison obscure interne. Et moi, je leur avais dit 12 fois que ça nous intéressait, mais ils n'ont pas voulu le faire. Et donc, du coup, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau. On avait plein de gens qui nous contactaient en disant on veut acheter, mais on ne peut pas. Et on s'est dit c'est con, on perd plein de ventes. Donc, on a relancé une campagne. En plus, comme ça avait très bien marché sur Ulule, on a pu aller voir KissKissBankBank en leur disant mettez-nous bien en avant, négocier 2-3 trucs. Et en fait, du coup, ça a super bien marché sur KissKissBankBank aussi. Et pourquoi KissKiss et pas Indiegogo? Pourquoi KissKiss? Parce que c'était l'autre qui était dans la case de la matrice France. Voilà. Okay. On s'est posé la question, en fait, est-ce qu'on fait un truc plus international? Ça aurait aussi pu être une option. Mais à l'époque, on n'avait pas traduit nos trucs en anglais. Et on se disait, c'est déjà bien de commencer à bien taper la France avant d'aller à l'international. Et c'était genre le lendemain de la fin de la campagne Ulule? On a lancé, je pense, 10 jours après. Okay. On me fait signe. Peut-être une dernière question? Et après, si vous voulez, de toute façon, je resterai un petit peu à l'extérieur, parce que je sais qu'il y a une autre conférence qui commence, mais si vous avez des questions. Est-ce que tu avais réfléchi à justement ne pas faire du crowdfunding, mais lever de l'argent et essayer de développer ton projet de façon un peu plus traditionnelle? C'est une très bonne question. En fait, déjà, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que vous passez par une plateforme de crowdfunding ou pas? Pas forcément si vous avez des compétences tech. En fait, vous pouvez aussi le faire vous-même en direct sur votre site. Nous, on trouvait que c'était intéressant parce qu'il y a quand même ce côté... on avait une grosse ambition. On avait clairement l'ambition de battre le record de la catégorie. Et on se disait que c'était un très bon levier RP. Et le fait que ce soit sur une plateforme publique où c'est des chiffres qui ne sont pas contestables, puisque ce n'est pas toi qui dis j'ai vendu du temps. C'était une des raisons pour lesquelles on l'a fait. Après, oui, on a réfléchi à se lancer, à lever de l'argent différemment. D'ailleurs, on en a levé un petit peu pour financer la R&D, parce que nous, ça a coûté assez cher. Néanmoins, pour moi, ça remplace pas du tout le crowdfunding, dans le sens où lever de l'argent, c'est pas du tout un test de ton product market fit. En gros, convaincre des investisseurs, c'est dur, c'est pas facile, mais c'est pas du tout le même exercice que de convaincre des gens d'acheter ton produit. Donc pour moi, ça remplace pas du tout le truc. Et l'autre point, c'est que à chaque fois que tu lèves de l'argent, tu te dilues. Donc tu te dilues sur la base d'une valo, et en fait ta boîte elle vaut plus si tu as montré que tu avais X clients en crowdfunding que si tu n'as rien. Et donc en termes de timing, si tu peux en fait, je trouve que le crowdfunding c'est super parce que tu montres une preuve de traction sans avoir investi trop d'argent, et c'est plutôt dans la séquence, moi je le ferais plutôt crowdfunding et lever si on peut se le permettre que l'inverse. Et ce qui est encore mieux, c'est si vous n'avez pas besoin de lever, vous restez 100% maître de votre bateau, et c'est encore mieux. Ouais, vas-y. Si la première campagne n'a pas marché, au bout de combien de temps on peut recommencer deuxième levée de fonds si la première n'a pas marché? Il n'y a pas de règle. En fait, Ulule vous permettrait d'en refaire une deuxième le lendemain, parce qu'eux, ils s'en foutent un peu. De toute façon, vous leur donnez 8%. Le truc, c'est que si la campagne n'a pas... Ouais. Donc voilà, donc il y a la question des cercles. Il ne faut pas saouler ses clients potentiels et ses amis. Ça peut être un truc... Bon, voilà, c'est toujours un peu difficile d'aller solliciter de l'argent. Et après, si c'est relancer un projet similaire ou le même projet, je pense que c'est important de prendre le temps de comprendre ce qui n'a pas marché. Parce qu'en fait, si on refait la même chose, la même recette avec un truc légèrement différent et qu'on n'a pas vraiment compris les causes de pourquoi ça n'a pas marché, la probabilité, c'est que ça ne marche pas non plus. Je crois qu'on...
On est bon, on arrête. Bon, bah merci à tous en tout cas, et je vais rester dehors.